2 chiffres suffisent à fissurer un récit réputé immuable. En quelques semaines, la conversion de 15 600 détenus en soldats et la reprise de 92% des zones auparavant sous pression déplacent l'idée d'un État affaibli vers celle d'un mécanisme interne, rapide, discipliné, mesurable. Ce basculement n'est pas seulement une statistique, il force une relecture de ce que tenir un territoire veut dire et de ce que cela coûte concrètement à une société. Que signifie ce choc pour chacun? Et pourquoi Ibrahim Traoré devient-il l'axe discret de cette recomposition collective? La suite dira si cette souveraineté tient. La promesse de cette analyse est volontairement resserrée. Distinguer ce qui relève d'un pari risqué de ce qui ressemble à un mécanisme potentiellement reproductible sans confondre vitesse et solidité. Pour le spectateur, l'intérêt est simple, comprendre un basculement mesurable, sans adhésion automatique. Ici, il ne s'agit pas d'admirer une prouesse administrative, mais d'examiner une articulation nouvelle entre justice, sécurité et société, évaluée par des effets observables. Le risque est double et il est concret. Si le dispositif échoue, il fragilise la confiance institutionnelle et renforce les lectures fatalistes qui décrivent le Sahel comme condamné à l'instabilité chronique. S'il tient, il ouvre une brèche conceptuelle majeure. La sécurité cesse d'être perçue comme un apport extérieur et devient un produit interne, jugé par des écarts entre un avant et un après. C'est précisément là que la question centrale s'impose: réforme nationale isolée ou modèle capable de reconfigurer des dépendances stratégiques plus larges, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. En moins de 2 ans, 92% des zones auparavant sous pression armée repassent sous contrôle effectif. Ce chiffre, rarement mis en avant, oblige à relire autrement la dynamique sécuritaire du Burkina Faso et à replacer la réforme pénitentiaire au centre d'un enchaînement causal précis. Le pourcentage n'agit pas comme une conclusion, il fonctionne comme un signal précoce. Quelque chose s'est déplacé dans la relation entre sécurité, justice et souveraineté, et ce déplacement produit déjà des effets mesurables. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au décor initial. Pendant des années, le Sahel est décrit comme un espace voué à l'instabilité chronique. Les interventions extérieures se succèdent, les promesses de stabilisation s'accumulent, tandis que les villages se vident, les routes se ferment et l'économie locale s'asphyxie. La peur devient une routine, les marchés perdent leur fonction sociale, la mobilité se transforme en risque permanent. Dans ce contexte, chaque initiative nationale est perçue comme marginale, voire symbolique. La première rupture intervient lorsque la sécurité cesse d'être pensée comme un apport extérieur et devient un produit interne, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. La reconquête territoriale s'articule à une réinvention institutionnelle fondée sur des décisions brèves, opérationnelles et immédiatement vérifiables. La réforme pénitentiaire ne vise pas à corriger un dysfonctionnement isolé, elle complète une chaîne de choix orientée vers la récupération du terrain et la restauration d'une cohésion sociale minimale. Ce qui surprend les observateurs n'est pas seulement l'ampleur du chiffre, mais sa temporalité. Le retournement paraît compressé, comme si plusieurs années de stagnation avaient été absorbées en quelques mois. Cette accélération nourrit l'intérêt autant que la méfiance. Comment un État décrit comme affaibli produit-il un renversement sans soutien massif visible? La seconde lecture s'impose alors. La réforme agit d'abord sur les perceptions avant de s'inscrire dans les statistiques. Les premiers effets tangibles apparaissent loin des centres de décision, dans des scènes ordinaires qui fonctionnent comme des capteurs sociaux. À l'entrée d'un village, un agriculteur observe une unité mixte patrouiller. Parmi les soldats, certains visages lui sont familiers, associés autrefois à de petites infractions. La reconnaissance ne déclenche ni colère ni célébration. Elle produit une attente prudente. Un salut respectueux suffit à dissiper une crainte accumulée pendant des années. Dans un quartier populaire, une scène comparable se répète. Une mère y identifie son fils au sein d'une patrouille chargée de sécuriser un marché où il avait été arrêté autrefois. Elle ne parle ni de rédemption, ni de miracle. Elle évoque un devoir rendu à la communauté. La formule circule sans slogan,
sans mot d'ordre officiel, comme une manière spontanée de nommer ce qui se joue, une réintégration visible, évaluée par les comportements plutôt que par les discours. Ces micro-scènes ne cherchent pas à émouvoir. Elles révèlent comment la réforme agit d'abord sur la perception collective avant de produire des résultats chiffrés. La discipline observée, la posture, ou la constance des routines modifient progressivement la manière dont les communautés interprètent la présence armée. L'uniforme cesse d'être un symbole de contrainte. Il devient un indicateur de responsabilité assumée. Les marchés rouvrent, les déplacements reprennent, la peur recule sans déclaration officielle. C'est là que se joue le point de bascule. La sécurité commence à redevenir une routine partagée et l'État redevient lisible. Tout commence par un geste administratif d'une brièveté déconcertante. Un décret d'une douzaine de lignes, signé par Ibrahim Traoré, circule un matin entre les bureaux du ministère de la Justice. Il n'annonce ni amnistie ni grâce collective. Il ordonne une réaffectation immédiate. La logique est nette. L'État cesse d'immobiliser une population carcérale jugée improductive et la redirige vers un service contraignant, structuré, mesurable. La vitesse n'est pas un détail, elle devient un message politique implicite. L'activation se fait en quelques heures. Les directions pénitentiaires reçoivent des instructions précises, les listes sont dressées, les catégories sont filtrées. Puis, des noms émergent d'un système longtemps saturé. À Koudougou, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, les portes s'ouvrent sans cérémonie. Les détenus ne sont pas libérés au sens classique, ils sont absorbés. Les chaînes disparaissent, remplacées par des engagements formels. La transition est brutale, presque sèche, comme si l'État voulait éviter toute zone grise entre punition et service. Le pays change de rythme. Et le point culminant arrive quelques jours plus tard, dans un centre d'entraînement improvisé mais rigoureusement encadré. Sous un soleil écrasant, des milliers d'hommes se tiennent alignés. Les instructeurs, rompus aux conflits asymétriques, imposent une discipline sans concession. 10 km de course à l'aube, formation tactique le jour, session civique le soir. L'objectif n'est pas de glorifier l'effort, il est de produire une rupture mentale. Les conseillers d'Ibrahim Traoré parlent d'un front de l'esprit, expression qui circule discrètement sans être officialisée. Les observateurs étrangers restent maintenant prudents. La même question revient, comment une population décrite comme instable peut-elle se réorganiser aussi rapidement ? La réponse ne vient pas d'un discours, elle vient d'une répétition quotidienne des gestes. La routine remplace l'improvisation, la contrainte devient lisible. L'ancien statut pénitentiaire n'est ni effacé ni nié. Il est encapsulé dans une nouvelle fonction. La frontière entre sanction et utilité commence à se dissoudre. Les répliques apparaissent presque aussitôt dans l'espace civil. Dans les villages, la présence de ces unités modifie les comportements. Les routes secondaires, longtemps évitées, redeviennent praticables. Les marchés reprennent une activité régulière. Les familles, autrefois cantonnées au parloir des prisons, se déplacent désormais vers les casernes. Elles apportent des repas, des vêtements, des outils. Ces gestes discrets, répétés, signalent un ajustement social profond. La peur ne disparaît pas d'un coup, mais elle recule. Sur le plan opérationnel, un effet inattendu se dessine. Ces hommes connaissent les sentiers, les caches, les itinéraires informels utilisés par les groupes armés. Ce qui était perçu comme un passé compromettant devient un avantage tactique. Les patrouilles anticipent, contournent, réduisent l'imprévisibilité adverse. Les retours de terrain convergent, moins d'embuscades, davantage de routes sûres, une présence étatique plus continue. À ce stade, la réforme cesse d'être un événement isolé. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, la vitesse initiale commence à céder la place à un autre enjeu, tenir dans la durée. Avant la réforme, les indicateurs convergeaient vers une trajectoire dégradée. Après sa mise en œuvre, ils s'inversent de manière cohérente. C'est ce passage du niveau de départ au écart observable qui constitue le premier test de crédibilité du dispositif et qui permet de juger l'initiative autrement que par l'intention. L'enjeu n'est pas d'empiler des chiffres, mais de comprendre comment des écarts mesurables traduisent un changement de fonctionnement sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Le premier indicateur concerne la sécurité.
Dans les zones couvertes par les unités issues de la réforme, les attaques armées reculent de 37%. Cette baisse ne signifie pas la disparition du risque, elle indique une réduction tangible de la capacité opérationnelle adverse. Le mécanisme paraît lisible, une occupation plus continue du terrain, une meilleure connaissance des itinéraires informels et une diminution de l'effet de surprise. Autour de Kaya et de Dori, les embuscades passent de 27 à 17 en un trimestre. La variation suggère un déplacement structurel plutôt qu'une accalmie ponctuelle, car la topographie elle-même devient plus lisible pour les forces déployées. Le deuxième indicateur touche à l'économie rurale. Dans le nord, la production agricole progresse de 21% sur la période observée. La hausse ne transforme pas instantanément l'économie nationale, mais elle rompt une spirale de contraction entretenue par l'insécurité chronique. Elle reflète surtout le retour d'une sécurité minimale permettant l'exploitation continue des terres. Des champs abandonnés redeviennent accessibles, des canaux sont réparés, des moissons sont protégées. Plus de 600 hectares sont remis en culture non par une subvention extérieure, mais par une stabilisation locale des conditions de travail. Les marchés hebdomadaires reprennent leur fonction de régulation et les flux de transport cessent d'être exceptionnels. Le troisième indicateur, le plus sensible, concerne la récidive. Le taux enregistré tombe à 0 parmi les détenus intégrés au dispositif. Le chiffre bouscule les attentes habituelles. Il suggère une discipline collective orientée vers la cohérence plutôt que vers la sanction. Les critiques évoquent un effet de court terme ou une sous-déclaration. Pourtant, aucun cas de désertion ni de rupture de discipline majeure n'est signalé. Et 4 établissements pénitentiaires ferment, libérant des ressources redéployées vers des infrastructures civiles. Pris isolément, chaque indicateur pourrait être contesté. Ensemble, ils dessinent une cohérence. Et cette cohérence, portée par Ibrahim Traoré, déplace le débat. Non plus ce que l'État promet, mais ce qu'il parvient effectivement à faire. 2 objections dominent l'analyse prudente. Et elles méritent d'être formulées dans leur version la plus solide. La première est sécuritaire. Armée d'anciens détenus créerait un risque intrinsèque pour la stabilité nationale. Une force issue des prisons pourrait rester traversée par des loyautés fragiles, une discipline superficielle, des tensions latentes. Sous stress opérationnel, un incident isolé suffirait à fissurer la confiance publique et à réactiver la peur que l'État cherchait précisément à réduire. À cette inquiétude s'ajoute un point éthique. Convertir une peine en service militaire brouille la frontière entre justice et utilité. Le processus pourrait affaiblir la légitimité de l'institution judiciaire en donnant l'impression que la sanction devient un instrument d'opportunité plutôt qu'un cadre stable. La seconde objection redoute alors une militarisation de la détresse sociale. Transformer la marginalité en ressource sécuritaire installerait un précédent ambigu. L'État pourrait être tenté d'utiliser la misère comme réservoir structurel au lieu de traiter ses causes profondes. Et si les résultats actuels s'avéraient temporaires, le contre-coup serait d'abord psychologique. La confiance nouvellement acquise se retournerait en sentiment de trahison, augmentant le coût politique et social de l'échec. Face à ces critiques, la réponse la plus robuste ne consiste ni à moraliser ni à minimiser. Elle revient aux faits observables, exposés plus tôt. Aucun cas de désertion n'est signalé. Aucun effondrement d'unité n'est rapporté comme central. La baisse des attaques, la reprise agricole, la récidive nulle ne prouvent pas une perfection, mais ils attestent d'une cohérence interne qui contredit les scénarios les plus pessimistes. La discipline n'apparaît pas comme un miracle, elle se manifeste comme une routine encadrée, répétée, vérifiable. Le point décisif tient alors à la posture institutionnelle. Le dispositif est présenté comme expérimental, donc évalué, et non comme un récit définitif. Cette méthode n'éteint pas les risques, elle change leur traitement. Les craintes sont reconnues, puis confrontées au terrain. Les données disponibles n'annulent pas l'inquiétude, mais elles obligent à admettre qu'un ordre fonctionnel peut émerger sans reproduire les schémas antérieurs, à condition d'être mesuré et corrigé en continu,
À mi-parcours, le basculement le plus décisif apparaît avec une clarté presque dérangeante. La réforme cesse d'être perçue comme une réponse sécuritaire exceptionnelle et commence à fonctionner comme un mécanisme ordinaire intégré aux usages quotidiens des territoires de reconquis. Ce glissement change la nature même du débat. Il ne s'agit plus seulement de reprendre le terrain, mais de le maintenir sans rupture, jour après jour, dans une continuité assez stable pour devenir prévisible. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, l'accent se déplace vers la régularité, continuité des patrouilles, stabilité des itinéraires, prévisibilité des interactions avec les communautés. La souveraineté n'est plus invoquée comme un principe abstrait. Elle se teste dans la capacité à maintenir des marchés ouverts, des routes praticables, et nouer une présence administrative minimale, sans événements spectaculaires pour le signaler. Cette stabilisation progressive produit un effet paradoxal. Plus l'ordre devient routinier, moins il attire l'attention médiatique, mais plus il devient coûteux à remettre en cause. La réforme échappe alors à la logique de l'événement. Elle s'inscrit dans une temporalité longue où chaque journée sans incident renforce la crédibilité de la précédente. Les villages ne célèbrent pas une victoire. Ils ajustent leur comportement. Et c'est là, au milieu du parcours, que l'idée devient claire. La réussite éventuelle ne dépendra pas d'un nouveau chiffre, mais de la capacité à rendre l'ordre banal. Les effets de la réforme se lisent désormais à travers 4 groupes dont les trajectoires, longtemps disjointes, commencent à se recouper. Ce n'est plus seulement une histoire de chiffres, c'est une recomposition d'usages, de routines et de coûts politiques. Et c'est précisément parce que ces effets sont ordinaires qu'ils deviennent décisifs. Du côté de l'État, la reprise territoriale modifie la nature même de l'action publique. Les administrations cessent de gérer des zones fragmentées et retrouvent une continuité minimale. Plus de 120 taxes commerciaux rouvrent et des dizaines de villages récupèrent un marché hebdomadaire fonctionnel. Cette lisibilité réduit les coûts d'urgence et permet un redéploiement des ressources vers des services civils. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la souveraineté cesse d'être un discours et devient une capacité observable. Maintenir des usages réguliers sur un territoire continu sans dépendre d'une intervention extérieure immédiate. Du côté des forces de sécurité, l'impact est avant tout opérationnel. Les unités issues de la réforme ne remplacent pas les forces régulières, elles les complètent. Leur connaissance des itinéraires informels et des zones grises réduit l'imprévisibilité. La baisse des embuscades se traduit par une mobilité accrue et une fatigue moindre. Les patrouilles deviennent plus régulières, moins défensives. Le rythme change. La mission n'est plus vécue comme une succession de crises, mais comme une présence durable. Cette normalisation aide à comprendre pourquoi les gains sécuritaires se consolident plutôt que de s'éroder rapidement. Pour les communautés locales, les conséquences sont immédiatement perceptibles. Les marchés rouvrent sans escorte exceptionnelle. Les transporteurs reprennent des axes abandonnés. Les artisans et commerçants circulent à nouveau dans les zones rurales. La sécurisation des champs et des canaux permet une exploitation continue des terres. Les gestes de confiance se multiplient. Repas déposés aux casernes, outils partagés, coopération spontanée. La relation entre civils et soldats se recompose. L'uniforme n'incarne plus uniquement la contrainte. Il devient un indicateur de protection encore fragile mais reconnu. Enfin, pour les acteurs régionaux, l'effet est stratégique. Le Mali et le Niger envoient des délégations pour observer le dispositif, non par fascination idéologique, mais par pragmatisme. Le modèle intéresse parce qu'il repose sur des ressources internes et une discipline mesurable. Les anciennes puissances restent prudentes. Les rapports évoquent une expérience non conventionnelle sans la qualifier, comme si le silence traduisait une gêne analytique. Dans ce jeu d'observation mutuelle, Ibrahim Traoré devient moins un symbole qu'un point de coordination. La cohérence, désormais, est le résultat principal et l'enjeu pour la suite. À l'horizon de 6 à 12 mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent. Elles ne décrivent pas des certitudes, mais des chemins possibles selon la manière dont la dynamique actuelle est consolidée ou fragilisée. L'intérêt de ces scénarios n'est pas de prédire l'avenir.
il est d'identifier des conditions observables et donc discutables. Dans une première trajectoire, la tendance se prolonge sans accélération spectaculaire. Les routes sécurisées restent praticables. Les marchés rouverts continuent de structurer la vie locale. Les unités issues de la réforme s'intègrent progressivement aux forces régulières, sans élargissement massif du dispositif. Les gains agricoles observés se stabilisent, sans nouvelles poussées, mais sans recul marqué. La baisse des incursions armées se poursuit à un rythme modéré. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré inscrit la réforme dans une continuité administrative, moins de discours, davantage de procédures, et une évaluation régulière des écarts entre objectifs et résultats. La stabilité reste fragile, mais elle devient prévisible. Dans une deuxième trajectoire, plus optimiste, une amplification maîtrisée. La coopération entre civils, unités mixtes et forces régulières s'approfondit. Les anciens détenus les plus aguerris deviennent encadrants, renforçant la discipline et la transmission des routines. C'est-à-dire les échanges régionaux s'intensifient avec des formations conjointes observées par des délégations voisines. Le Burkina Faso glisse alors d'un statut d'expérimentation à celui de référence technique. La souveraineté ne s'affirme pas par rupture, mais par diffusion progressive d'un modèle adaptable. Ce scénario suppose une constance politique et l'absence d'incidents majeurs. Dans une troisième trajectoire, défavorable, le décrochage ne provient pas d'une pression extérieure directe, mais d'une faille interne. Un incident disciplinaire grave, une rupture de commandement ou un épuisement logistique suffirait à fissurer la confiance nouvellement acquise. Le contre-coup serait d'abord psychologique. Les critiques trouveraient un terrain fertile. Les partenaires prudents suspendraient leur observation active. L'échec ne serait pas total, mais il réinstallerait une lecture fataliste, coûteuse à inverser. D'où une recommandation de méthode. Ne pas confondre vitesse et solidité, avancer par consolidation plutôt que par accumulation et mesurer chaque étape avant d'en ouvrir une nouvelle. Pour une partie de la jeunesse urbaine, la réforme cesse d'être un mécanisme institutionnel abstrait et devient un miroir. Les images d'entraînement, largement diffusées, ne sont pas perçues comme de simples démonstrations militaires. Elles sont l'idée rendue visible qu'un parcours peut être redirigé sous contrainte et discipline. Des étudiants évoquent qu'un échec n'est pas nécessairement définitif, qu'une trajectoire peut se réorganiser sans être effacée. La lecture ne glorifie pas la dureté du dispositif. Elle retient la possibilité d'un recommencement structuré, encadré, mesuré. Dans les familles, l'impact se joue sur un registre plus intime. Les mères qui attendaient autrefois derrière les barreaux attendent désormais lors des permissions ou des parades. Le même visage, autrefois associé à la honte, apparaît sous un uniforme qui impose le respect. La douleur du passé ne disparaît pas, elle se transforme. Les repas déposés aux casernes, les vêtements offerts spontanément, les outils prêtés lors de travaux communautaires deviennent des gestes de soutien discret. La réconciliation ne passe pas par des discours officiels, mais par une accumulation de preuves quotidiennes. Pour la diaspora, la transformation agit comme un contre-récit. À distance, beaucoup avaient intégré l'image d'un pays condamné à la dépendance ou à l'instabilité chronique. Observer une réforme produite et évaluée localement suscite des débats nourris. Certains y voient un modèle de dignité active, d'autres rappellent la fragilité de l'expérience. Tous reconnaissent cependant un point commun. L'État redevient lisible. Il ne promet pas l'idéal, il démontre une capacité d'action. Ce qui touche réellement le spectateur n'est ni la statistique ni l'uniforme. C'est la possibilité d'un changement collectif mesuré, encore imparfait, mais assumé, qui oblige à reconsidérer ses propres attentes face à l'action publique. À ce stade, la réforme change de nature. Elle cesse d'être improvisée et se transforme en doctrine opératoire. L'objectif n'est plus de prouver une rupture, mais d'éviter une rechute. Ibrahim Traoré présente alors une feuille de route structurée autour de leviers simples. Loi conçue pour stabiliser l'expérience et la rendre vérifiable dans le temps. Pour commencer, il faut installer une double tutelle défense-justice appliquée à l'ensemble des centres de formation. L'enjeu est d'uniformiser les critères de sélection, de prévenir les dérives et de garantir que chaque recrue traverse le même filtre disciplinaire
indépendamment de son passé. La justice n'abdique pas, elle encadre, la sécurité n'improvise pas, elle applique. Ensuite, il s'agit de traiter la discipline comme un langage civique partagé. Des modules inspirés de l'entraînement militaire sont intégrés dans certains segments de l'administration et de la formation professionnelle. Il ne s'agit pas de militariser la société, mais de créer une continuité institutionnelle entre sanctions, apprentissage et service. Cette cohérence rend les parcours lisibles pour les communautés et limite les zones grises où naissent les ruptures de confiance. Puis, il s'agit d'élargir l'horizon régional par des accords de coopération avec le Mali et le Niger. L'objectif est une observation croisée des dispositifs et une mutualisation de certaines formations, sans déclaration idéologique. Le Sahel cesse alors d'être une addition de fragilités isolées et devient un espace d'expérimentation coordonnée. Enfin, il faut fixer des indicateurs mesurables et s'y tenir. Récidive, villages sécurisés, infrastructures remises en service, économie budgétaire redéployée. Chaque étape est évaluée. La réforme n'est pas protégée par un récit politique. Elle est exposée aux chiffres, et c'est cette exposition volontaire qui la transforme en système ajustable plutôt qu'en symbole figé. Lors du premier grand défilé, un écho des scènes observées dans les villages refait surface, mais à une autre échelle. Les 1500 hommes avancent en rang serré, non plus dispersés par leur trajectoire passée, mais unifiés par une posture commune. Parmi eux, certains répètent le même salut simple aperçu à l'entrée d'un village, celui qui avait suffi à dissoudre la peur d'un agriculteur. Le geste, reproduit devant la foule, agit comme un rappel silencieux. La réforme ne nie pas le passé, elle exige une tenue nouvelle. Au milieu des rangs, Ibrahim Traoré ne se tient pas à distance. Il marche, observe, ajuste, le message n'est pas spectaculaire, il est lisible. La transformation ne repose ni sur l'oubli, ni sur la glorification, mais sur une continuité d'exigence. Dans la foule, les réactions restent contenues, presque prudentes. Pourtant, quelque chose se déplace. La peur recule sans proclamation, la fatalité se fissure. Une phrase circule sans être scandée. La valeur d'un individu se prouve dans l'engagement présent. C'est là que l'expérience trouve sa portée la plus durable. Non dans l'annonce, mais dans cette capacité à rendre la cohérence observable, partageable et suffisamment crédible pour être transmise. Et c'est précisément cette cohérence portée par Ibrahim Traoré qui transforme une réforme en horizon. Rien dans cette trajectoire n'est spectaculaire au sens classique. Tout repose sur des ajustements progressifs, des choix observables et une cohérence construite dans le temps. Pour l'observateur, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter. Il consiste à interroger ce que cette expérience révèle sur les marges de manœuvre des sociétés en crise lorsqu'elles décident de produire leurs propres réponses avec leurs contraintes, leurs risques et leurs responsabilités. Jusqu'où une communauté peut-elle aller lorsqu'elle accepte de mesurer ses résultats plutôt que de se protéger derrière des récits? Quels critères permettent de juger une réforme autrement que par ses intentions ou par ses slogans? Examiner les faits, confronter les lectures, questionner les limites sans nier les déplacements réels. C'est déjà participer à la dynamique décrite. Si cette analyse vous a été utile, la discussion peut rester simple et civilisée. Quel point vous semble le plus solide? La baisse des attaques, la reprise agricole ou la cohérence institutionnelle portée par Ibrahim Traoré? Et surtout, qu'est-ce que cela change dans votre manière de lire les Burkina Faso News autour de Ibrahim Traoré Burkina Faso et de Ibrahim Traoré Interview?